Bonjour, cette vidéo a pour objectif de présenter le dénombrement qui constitue une partie très importante pour le calcul des probabilités, qui est un sous-domaine du programme de deuxième année sciences expérimentales. Alors, le dénombrement regroupe certaines techniques qui vont nous permettre de compter le nombre d'objets pouvant être résultat dans une situation ou dans une expérience aléatoire. Alors bien sûr, lorsqu'on parle de dénombrement, là on a le verbe dénombrer qui signifie tout simplement compter certains objets ou bien d'une autre manière tous les objets créés à partir d'un ensemble dans une situation donnée. Bien sûr, pour le dénombrement, ça va consister à essayer de compter, bien sûr, en utilisant certaines techniques que nous allons voir, bien sûr, au fur et à mesure. Je vais donner un petit exemple de situation aléatoire. Lorsqu'on dit situation aléatoire, on y reviendra, bien sûr, après lors du cours sur les probabilités. Une situation aléatoire, c'est une situation où l'on ne peut pas prédire le résultat d'avance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir quel est le résultat que cette expérience-là va donner avec la certitude voulue. Mais on sera capable de reconnaître, de savoir quels sont les différents résultats possibles. Alors, comme exemple, je vais prendre l'expérience suivante. À titre d'exemple, lancer une pièce de monnaie une fois. Alors bien sûr, cette situation, on la connaît, jouer à pile ou face, c'est de voir, alors bien sûr les résultats que nous avons ici, ou bien on a pile, on écrit P, ou on a face. Donc, là, c'est un dénombrement très simple parce que la situation n'est pas très complexe. Il y a deux résultats possibles, pile ou face. Maintenant, je vais prendre une autre expérience, une deuxième expérience 1. Et l'expérience de lancer, je vais prendre une pièce de monnaie. Lancer une pièce de monnaie 2 fois de suite. Ce qui signifie, on la jette, on la lance une première fois, on regarde ce que ça a donné, et ensuite on la rejette, on la relance une deuxième fois, ça va donner. Alors là, si vous essayez de voir un petit peu ce qui se passe, les résultats, on aura par exemple pour le premier jet, pour le premier lancer, pile. Et là, vous voyez qu'on a un certain ordre. Là, j'écris le couple P-F, ça veut dire que le premier lancé a donné pile et le second a donné face. Ou, et vous voyez ce qui va se passer, je peux avoir pile et pile, donc on peut les arranger comme on veut, ou face avec pile ou face avec face. Donc vous voyez le premier, ici le P là, ça veut dire que le premier lancé a donné P, le second a donné face, pardon. Et pile ici, pile là, ça veut dire que le premier lancé a donné pile, et ainsi de suite. Alors là, on a 4 résultats. Alors il y a une petite technique qu'on peut utiliser à travers le dénombrement, que l'on peut appeler l'arbre des choix. Comment faire? Eh bien, tout simplement, on va faire le premier lancé. Je suis sûr que ça sera ou bien pile ou bien face. Et pour le deuxième jet, de la même manière, ou bien ça sera pile ou bien ça sera face. Et la même chose ici, pile ou face. Ça veut dire que là, c'est le résultat du premier jet. Là, le résultat
Donc ça va faire pile, pile, c'est le premier résultat. Pile, face, c'est le résultat là. Face, pile, face, face, donc là, c'est une petite technique. Bien sûr, lorsque l'expérience sera plus complexe, c'est-à-dire lorsque, par exemple, on prend la pièce de monnaie, on la lance 4 ou 5 fois, eh bien, c'est pas très simple de trouver. Les résultats, ça se rend dans ce cas-là, pas un coup, mais si on la lance 3 fois, ça sera un triplé, et vous voyez un petit peu ce. Donc là, c'est une petite situation, de petites expériences où on voit l'intérêt du dénombrement. Eh bien, ce que nous allons essayer de voir durant cette vidéo-là, c'est les différentes techniques qui seront utilisées au niveau de la classe terminale Sciences Ex et qui seront bien sûr d'une importance très grande pour le calcul des probabilités ultérieurement, qui viendra bien sûr juste après. Alors on va essayer de revoir un petit peu les différentes étapes du cours. Alors voilà une petite. Alors j'ai ici comme introduction pour que vous ayez une idée un petit peu sur cette partie-là. Alors le dénombrement, on l'appelle aussi l'analyse combinatoire parce qu'on aura à combiner des éléments, on trouve des situations entre elles. Donc s'intéresse aux méthodes permettant de compter les éléments dans des ensembles finis et de préciser le nombre des différentes possibilités relatives à certaines situations combinatoires. Donc vous voyez un petit peu l'intérêt du dénombrement. Le dénombrement est d'une grande importance, comme je viens de le dire avant, est d'une grande importance pour le calcul des probabilités, parce qu'on verra après ce qui se passe pour calculer des probabilités. Alors il y a certaines notions qui sont très importantes. Alors, on va commencer par parler de ce qu'on appelle en mathématiques cardinal d'un ensemble fini. Alors, peut-être que vous avez eu l'occasion avant. Alors, par définition, un ensemble fini, on dira qu'un ensemble est fini s'il existe un entier naturel n, tel qu'il existe une bijection de l'ensemble constitué par les éléments 1, 2, 3, dans l'ordre bien sûr jusqu'à n, dans E. C'est-à-dire que pour bien sûr ce qui se passe là, un ensemble E non vide, bien sûr on suppose qu'il y a des éléments ou plus d'éléments, un ensemble s'il existe un entier naturel n, tel qu'il existe une bijection, alors là bien sûr il ne faut pas se trouver. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, tout simplement, tout élément de l'ensemble E, de tout élément, par une flèche et une seule. Une flèche et une seule. Et à chaque élément de l'ensemble, ici 1, 2, formé par les éléments 1, 2, 3, il arrive une flèche et une seule. Et vous voyez, c'est la notion de budget. C'est-à-dire qu'on pourra, en quelque sorte, numéroter les éléments de l'ensemble E. Dans ce cas-là, ça sera un ensemble dit fini. Je vous ai donné ici un exemple. Par exemple, si on prend cet ensemble-là A, formé par les éléments A, B, C, D, il contient un nombre fini d'éléments. Et là, le cardinal de E, c'est 4. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous voyez, je peux, par exemple, construire une bijection. À A, je fais associer 4. À B, je fais associer 2. À C, je fais associer 1, et ainsi de suite. Donc, pour nous, un ensemble est fini s'il existe une bijection de l'ensemble formé par les éléments 1, 2 jusqu'à n, et dans cet ensemble-là. On dit dans ce cas que le cardinal de E est n, eh bien, le nombre n que nous avons là, c'est-à-dire qui nous a permis de construire la bijection, ça, c'est le cardinal de l'ensemble E. Le cardinal de l'ensemble vide, bon, c'est 0, puisqu'il n'y a pas d'éléments. L'ensemble n, par exemple, est un ensemble infini parce qu'on ne peut pas compter tous les éléments. Il y a toujours, si on a n entier naturel, il y a toujours après lui n plus 1. Donc, on dit que n est un ensemble infini. Il y a un nombre infini d'éléments. J'ai ici choisi des exemples très simples pour ne pas trop perdre de temps. Soit à l'ensemble des diviseurs positifs du nombre 24. Bon, vous les connaissez, c'est assez rapidement. Si vous divisez 24 est divisible par 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. 24, ce sont les seuls diviseur positif de 24, et on a cardinal de A égale 1,8. Vous voyez pourquoi
à 1, on peut associer 1 et ainsi de suite. Donc on aura ici, dans l'ensemble d'arrivées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le cardinal de A égale à 8. Si par exemple vous prenez l'ensemble E défini par x appartenant à n, x carré inférieur ou égal à 19, bien sûr en utilisant les propriétés que vous connaissez sur l'ordre, les valeurs possibles ne doivent pas dépasser 4, parce que si on prend 5, ça fait 25, donc on est restreint à 0, 1, 2, 3 et 4, et là, dans ce cas-là, le cardinal de E est égal à 5. Donc le cardinal d'un ensemble, c'est tout simplement le nombre des éléments, lorsqu'on peut les compter, bien sûr, mais donc des fois on ne peut pas les compter, parce que si on a 1000 éléments, on ne va pas les compter, mais on doit savoir comment montrer que l'ensemble a effectivement un cardinal égal à 1000. On ne va pas les compter, bon, ça dépend de la situation que nous avons entre nos mains. Donc le cardinal, l'important, c'est de pouvoir calculer ou de trouver le cardinal. Alors il y a une remarque très importante pour bien fixer les choses. Dénombrer un ensemble, E, ça signifie ne compter que les éléments de E. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre en considération d'autres éléments qui ne sont pas dans E. Ne pas en oublier. Parce que des fois, lorsqu'on aura affaire à un dénombrement, il faut compter que les éléments de E, mais ne pas en oublier. Un élément de E ne doit pas être compté 2 fois. Bien sûr, peut-être que vous avez déjà vu que lorsqu'on écrit un ensemble de E, cette écriture-là, on écrit un élément A une seule fois. C'est-à-dire que cette écriture-là, ce qui est correct, c'est d'écrire l'ensemble formé par les éléments. Un élément ne doit pas être répété. Alors, il y a certaines propriétés très importantes sur les cardinaux. La première propriété très importante, c'est ce qu'on appelle la formule des 4 cardinaux. Alors, si on a 2 ensembles finis A et B, les 2 ensembles A union B et A inter B sont finis. Bien sûr, je vous rappelle un petit peu ce que signifie A union B. A union B, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans A ou B, c'est-à-dire ou bien ils sont dans A ou bien ils sont dans B, et ils peuvent être ici et là. C'est la réunion. Vous prenez des éléments et vous les réunissez entre eux. Et A inter B, c'est les éléments qui sont à la fois dans A et à la fois dans B, c'est-à-dire qu'ils sont communs aux 2 ensembles A et B, ils sont dans A et dans B. Alors ces 2 ensembles-là sont finis lorsque A et B sont finis, et de plus, le cardinal de A union B, c'est-à-dire le cardinal de la réunion de A et B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de l'intersection. C'est ce qu'on appelle la formule des 4 cardinaux. Bien, vous allez bien sûr tout simplement comprendre ce qui se passe. Lorsqu'on prend tous les éléments de A union B, il faut prendre tous les éléments de A, tous les éléments de B, mais il faut faire attention de ne pas prendre les mêmes éléments 2 fois. Alors ces mêmes éléments, ce sont les éléments qui sont dans A inter B. Bien sûr, cette propriété, elle est facilement démontrable. Il suffit tout simplement de voir que lorsqu'on a A union B, là on a A inter B. Eh bien, tout simplement, il suffit de voir que l'ensemble A union B, on peut le prendre, on peut, si vous voulez, le considérer comme étant la réunion de 3 ensembles. Donc, on peut l'écrire pour démontrer rapidement la formule des 4 cardinaux, que A union B, c'est tout simplement cet ensemble qui est là, si vous voulez, on peut le noter, si on veut pour le moment A', c'est A' union A inter B, union cet ensemble-là qu'on peut noter BP. Bien sûr, on a des résultats, on sait ce que c'est que A', A' c'est tout simplement A, c'est A' union A inter B. A' union A inter B, et
B c'est B' union A inter B, et on utilise les propriétés puisqu'ils sont disjoints. C'est-à-dire qu'on verra après que si on a deux ensembles qui sont disjoints, c'est-à-dire dans l'intersection est vide, on peut dire que le cardinal de A union B, c'est tout simplement la somme des cardinaux, puisque dans ce cas-là, il n'y a pas d'éléments qui sont communs. Donc ce qu'il faut retenir pour ne pas trop perdre de temps, cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B. Il ne faut pas compter un élément deux fois. Alors, autre propriété, tout sous-ensemble A d'un ensemble fini est un ensemble fini. Ça veut dire que si on prend une partie A dans un ensemble fini, cette partie-là sera automatiquement elle aussi finie, et son cardinal sera inférieur ou égal à cardinal de E. Je vous laisse le soin de voir un petit peu ce qui se passe. Et on a le cardinal de A bar. A bar, ça désigne l'ensemble des éléments qui sont dans E, mais qui ne sont pas dans A, qui n'appartiennent pas à A. Son cardinal, c'est le cardinal de E moins le cardinal de A, c'est-à-dire tous les éléments de E, le nombre d'éléments de E moins le nombre d'éléments de A. J'ai écrit ici entre parenthèses, A bar égale, c'est l'ensemble des X qui appartiennent à E et qui n'appartiennent pas à A. C'est ce qu'on appelle A bar, c'est ce qu'on appelle aussi le complémentaire de A dans E. Voilà ces petites figures-là. Alors on peut un petit peu... cette formule-là, elle est très importante dans certaines situations. Je vais vous donner deux exemples pratiques ici. Voilà, alors dans un échantillon de 100 élèves, alors il faut bien faire attention aux données. Nous allons essayer d'être un petit peu bref. Alors dans un échantillon de 100 élèves, 53 élèves, bien sûr, pratiquent le football. 13 pratiquent à la fois le football et le basketball, et 20 pratiquent seulement le basketball. Alors, soit F l'ensemble des... Alors, on va essayer. Alors, soit F l'ensemble des élèves qui pratiquent le football, et B l'ensemble des élèves qui pratiquent le basketball. On va voir comment on va... Donc, il faut retenir ce résultat-là. De toute façon, ils seront donnés. Alors, déterminant le nombre d'élèves qui pratiquent le basket, comme première question, et comme deuxième question, déterminant le nombre d'élèves qui ne pratiquent aucun sport, c'est-à-dire parmi, bien sûr, qui ne pratiquent ni le foot, ni le basket. Alors, pour cette situation de dénombrement, on va utiliser ce qu'on appelle un diagramme de Venn. Alors, ce diagramme de Venn, il vous permettra tous de bien visualiser un petit peu les choses que nous avons. Alors, j'ai essayé de marquer un petit peu ce qui se passe dans cela. Alors, pour pouvoir répondre aux deux questions, alors j'ai considéré ici, ça désigne l'ensemble, si vous voulez, de l'échantillon que nous avons, c'est-à-dire les 100 élèves, ils sont à l'intérieur du diagramme ici. Et j'ai représenté, ça c'est l'ensemble F, voilà, c'est l'ensemble des élèves qui pratiquent le football, et ça représente l'ensemble des élèves qui pratiquent le basketball. Bien sûr, là il y a des élèves, puisque dans les données on nous précise qu'il y a des élèves qui pratiquent les deux sports en même temps, le football et le basketball, et là j'ai remarqué F inter B bar, ce sont les élèves, ça désigne, il faut le comprendre, les élèves qui pratiquent le foot et qui ne pratiquent pas le basket. C'est comme ça qu'il faut le lire. F inter B bar, c'est ils pratiquent pardon le foot, mais ils ne pratiquent pas le basket. Foot seul, si vous voulez. Là, c'est les deux sports, et là, c'est la même chose. C'est ceux qui pratiquent le foot, mais sans pratiquer, pardon, qui pratiquent le basket, vous m'excusez, mais sans pratiquer le football. Alors, bien sûr, à l'extérieur, ce qui va me rester ici, ce sont les joueurs qui ne pratiquent ni le foot, ni le basket. Alors, pour la première question, déterminons le nombre d'élèves qui pratiquent le basket. Alors, il faut bien lire le diagramme de Venn, c'est là où c'est très important. Le cardinal de l'ensemble B que nous avons là, eh bien, tout simplement, on peut remarquer que l'ensemble B, on peut dire que c'est B inter F union B inter F bar. C'est les éléments qui sont dans cet ensemble-là, et
qu'on réunit avec les éléments qui sont dans l'ensemble B inter. C'est ce que j'ai mis ici. Le nombre des élèves qui pratiquent le basketball est cardinal de B égale à cardinal de B inter F plus le cardinal de B inter M. C'est-à-dire qu'il faut compter les élèves qui sont là, et bien sûr, les élèves. Puisqu'ils sont disjoints, vous voyez qu'il n'y a pas d'éléments qui sont en même temps là et en même temps là, ils sont disjoints. Donc, le cardinal de B, c'est la somme des cardinaux. Et dans le texte, on nous donne qu'on a 13 élèves, on peut revenir si vous voulez, on a 13 élèves qui pratiquent en même temps le football et le basketball, et on a 20 élèves qui pratiquent uniquement le basket. Ce qui nous donne comme résultat, bien, le nombre d'élèves qui pratiquent le basket, c'est ceux qui pratiquent en même temps le foot et le basket, et ceux qui pratiquent uniquement le basket. Donc ça va nous faire une somme, c'est-à-dire 13 plus 1. Je pense qu'avec le diagramme de Venn, c'est très simple. Alors pour la deuxième question, on s'intéresse au nombre d'élèves qui ne pratiquent aucun des deux sports. Alors dans ce cas-là, qui ne pratiquent aucun des deux sports, ça veut dire qu'ils doivent être dans F bar. F bar, c'est le complet. Lorsque je dis F bar, ça veut dire qu'ils ne pratiquent pas le foot. Et lorsque je dis B bar, ça veut dire qu'ils ne pratiquent pas le basket. Donc ils doivent être ne pratiquant pas le foot et ne pratiquant pas le basket. Donc on peut traduire ça comme étant l'intersection des ensembles F bar, inter, B bar. Alors l'ensemble F bar, inter, B bar, ce sont tous les éléments qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire qui ne pratiquent ni foot ni basket. Eh bien, je peux remarquer que cet ensemble qui est là, c'est tout simplement le complémentaire, c'est ceux qui ne sont pas dans F union B, c'est-à-dire c'est F union B bar. S'ils sont dans F bar inter B bar, c'est qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas dans F union B. Donc c'est le cardinal de F union B. Et le cardinal de F union B, le tout bar, ça veut dire tout simplement c'est tous les élèves qui sont dans l'échantillon, moins ceux qui sont dans F union B. Ce qui va nous donner, donc, bien sûr, cette relation-là, puisque c'est le cardinal de l'ensemble en entier, moins le cardinal de la partie F union B. D'autre part, d'après la formule des quatre cardinaux, cardinal de F union B, c'est cardinal de F plus cardinal de B, moins le cardinal de l'intersection. Vous voyez l'importance de la première. Ce qui nous donne 53, puisqu'on a dans F 53 et B, ça fait 33, on l'a déjà calculé, moins le nombre cardinal de l'intersection, ce qui nous donne 73 élèves. Donc le cardinal maintenant, ça c'est le cardinal de F union B. Donc il faut prendre 100 moins 73 et on obtient 27 élèves qui ne pratiquent ni le foot ni le basket. Voilà une première situation. C'est une situation de dénombrement où on a utilisé la formule des 4 cardinaux. Alors ça va prendre un petit peu de temps, mais je vais vous donner un deuxième exemple. Alors si vous revenez un petit peu s'il vous plaît sur la vidéo, vous serez capable de... Alors voilà un deuxième exercice d'application. Alors un ensemble de 100 appareils ménagers comporte des appareils défectueux. On sait que dans le champ de l'industrie, il y a des fois certaines discordances ou des dysfonctionnements pour certains appareils. Il y a des appareils on est sûr qu'il y a des appareils défectueux pouvant avoir le défaut A ou le défaut B. Ces deux défauts ne s'excluent pas mutuellement, c'est-à-dire que ça signifie qu'il se peut qu'il y ait des appareils qui comportent les deux défauts A et en même temps B, c'est possible. Ces défauts ne s'excluent pas mutuellement, ça veut dire qu'ils peuvent être tous les deux présents. On suppose qu'ils ne peuvent avoir aucun autre défaut, c'est-à-dire que les seuls défauts remarqués d'après l'usine qui fabrique ces appareils-là, il est sûr qu'il n'y a que deux défauts A et B. Alors, dans les données que vous avez, alors parmi ces appareils, c'est-à-dire parmi les 100 appareils dont on parle, il y en a 7 qui ont le défaut A et éventuellement le défaut B. On est sûr qu'il y a le défaut A et éventuellement le défaut B. 10 ont le défaut A et éventuellement le défaut, ont le défaut B et éventuellement le défaut A. 4 ont les défauts A et B. Donc
il faut bien comprendre un petit peu les choses. Mais vous voyez que si vous vous arrêtez à ce niveau-là, pour pouvoir répondre aux questions qui vont venir, combien existe-t-il d'appareils non défectueux? Alors là, vous voyez l'utilisation d'un diagramme de Venn, ça va vous faciliter un petit peu la vie. Alors bien sûr, pour bien rédiger, soit l'ensemble des 100 appareils, je l'ai représenté ici, voilà, ça, à l'intérieur, il y a tous les appareils, les 100 appareils que nous avons, c'est l'échantillon, en quelque sorte, qui est formé de 100 appareils. Alors, je l'ai considéré les ensembles A et B, définis de la manière suivante. A, c'est l'ensemble des X, tel que X appartient à E, c'est-à-dire l'appareil qui appartient à E, et cet appareil, a le défaut A. On a cardinal de A égale à 7, puisque on a 7 qui ont le défaut A. De la même manière pour B, c'est les appareils qui ont le défaut B, leur nombre est 10, cardinal de B égale à 2. Ensuite, j'ai considéré A inter B, c'est l'ensemble des X qui appartient à E et qui est dans, si vous voulez, dans A et B, c'est qui a les deux défauts A et B en même temps, simultanément. On a cardinal de l'intersection, c'est 4, ça c'est une donnée que vous avez là. Alors A union B, c'est l'ensemble des X tels que X appartient à E. X est défectueux. A union B, ça veut dire que l'appareil est défectueux, c'est ou bien il a le défaut A, ou bien le défaut B, ou bien les deux défauts en même temps. Alors bien sûr, pour répondre à la première, combien existe-t-il d'appareils non défectueux, eh bien on va essayer d'aller de cette manière. Cardinal de A union B, c'est-à-dire des appareils qui sont défectueux, c'est le cardinal de A. Là, il y a une petite erreur, vous m'excusez. Cardinal de B. Là, il y a une petite erreur. À rectifier, s'il vous plaît. Cardinal de A plus cardinal de B, moins le cardinal de l'intersection. Ce qui nous donne, bien sûr, alors le cardinal de A, c'est 7, le cardinal de B, c'est 10, donc ça fait 17, moins le cardinal de l'intersection, et il nous reste 13. Donc, il y a donc 13 appareils défectueux. Donc, pour trouver les appareils non défectueux, alors il faut prendre bien sûr l'échantillon en entier, 100, moins ces appareils qui sont défectueux, et ça va nous donner 87 appareils non défectueux. Donc, vous voyez l'importance de la formule des 4 cardinaux. Alors, ensuite, on nous propose de préciser le nombre d'appareils ayant le défaut A seul. Là, tout simplement, vous allez revenir à un diagramme de Venn. Qui ont le défaut à seul, ce sont les éléments qui sont dans les appareils, si vous voulez, qui appartiennent à cette partie-là. Donc on peut l'écrire cardinal de A, inter, B bar, qui ont le défaut petit a seul, c'est-à-dire qui sont dans A, mais sans être dans B, qui n'ont pas le défaut B. Donc ça va faire cardinal de A, vous voyez. Donc c'est le cardinal, ce sont tous les éléments, moins le cardinal de l'intersection. Donc là on a 7, moins 4, ce qui nous donne 3. Donc il existe 3 appareils ayant le défaut A. Ce sont deux petites situations qui pourront vous servir. Bon, là c'est un petit rappel sur les ensembles parce que, oui. Alors là maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, des choses qui sont un petit peu très utilisées. Calcul des probabilités, c'est ce qu'on appelle le principe fondamental du dénombrement. C'est un principe très important qu'il faut bien retenir. Je vais vous donner bien sûr, dans le cas général, ce qui se passe, et après je vais vous donner une petite situation que j'ai toujours donnée à mes élèves et qui vous permettront de... Alors la propriété est la suivante. Si une situation de dénombrement nécessite P choix, c'est-à-dire que si on a, dans une certaine situation de dénombrement, P choix, C1, C2, ainsi de suite jusqu'à CP. Choix 1, choix 2, jusqu'au choix P avec P. Et si, alors le choix C1 peut produire N1 résultats possibles, le choix C2 peut produire N2 résultats possibles, le choix C3 peut produire N3 résultats possibles, et ainsi de suite pour C4 jusqu'à CP. Alors la situation de dénombrement peut se faire de N fois N2 fois N3 fois ainsi de suite jusqu'à NP manière. Bon, là jusque-là ça paraît un petit peu... Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, j'ai choisi un exemple très simple et très concret qui va vous faciliter cette
cette notion de principe fondamental. Alors, j'ai considéré comme exercice d'application, une personne, bon, ça c'est un choix au pif, on n'a pas compté, on va considérer que... Alors, une personne possède 6 pantalons. Ces pantalons, je les ai marqués P1, P2, P jusqu'à P6, bon, de couleurs différentes. Bon, ça nous intéresse. 6 pantalons que cette personne a. Et cette personne a aussi 4 chemises, C1, C2, C3, jusqu'à C4. Alors, bien sûr, cette personne veut sortir et elle décide, bien sûr, de mettre un pantalon et une chemise. Ça ne nous intéresse pas, les enfants. Nous, on s'intéresse au pantalon et à la chemise. Elle a le choix de prendre ce qu'elle veut. Alors, combien cette personne a-t-elle de choix possibles? C'est-à-dire, de combien de manières différentes elle peut choisir son pantalon et sa chemise. Bien sûr, on suppose qu'elle ne peut pas prendre de pantalon et de chemise. Un pantalon et une chemise. Alors là, pour le dénombrement, pour vous expliquer un petit peu le principe fondamental, pour le pantalon P1, on a 4 choix possibles. Le choix du pantalon P1 donne naissance, si vous voulez, ou génère 4 possibilités pour choisir la chemise. C'est-à-dire que cette personne-là, elle peut mettre P1 avec C1, elle peut se vêtir P1 avec C2, et ainsi de suite. Et la même chose, donc pour un seul pantalon, il y a 4 possibilités. Pour le pantalon 2, de la même, je n'ai pas mis ici les chemises, bon, vous allez comprendre un petit peu. P2, il y a 4, P2 égale, et vous voyez que le nombre de manières pour cette personne de se vêtir d'un pantalon et d'une chemise, eh bien ça va faire, pour un pantalon il y a 4 chemises, eh bien pour 6 pantalons, il y aura 6 fois 4 manières de se vêtir. Un pantalon étant choisi, il y a 4 possibilités pour choisir la chemise. Comme le nombre de pantalons est 6, d'après le principe fondamental du dénombrement, le nombre de choix possibles est 6 fois 24 choix possibles. Je pense que vous pouvez vous réduire à 2 pantalons et 2 chemises, P1 avec C1 et P1 avec C2. Et de la même manière, P2 avec C1, P2 avec C2. Et ça vous donne 4 possibles. Donc là, on a 24 manières pour cette personne-là. Donc c'est le principe. Donc vous voyez qu'il y a une multiplication. Donc on a pu, en utilisant le principe fondamental du dénombrement, de montrer qu'on a 24 possibles. Je vais vous donner un deuxième exemple d'application. Alors, un octet, on va parler un petit peu d'octet. Ici, un octet, c'est quoi? C'est une unité de mémoire informatique constituée d'une succession de 8 chiffres binaires, c'est-à-dire 0 ou 1. Alors, un octet, le octet ici, ça veut dire 8. 1, par exemple, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. C'est-à-dire qu'on a 8 chiffres, mais pris parmi le 0 ou le 1. Dans le système binaire, on travaille avec le 0 et avec le 1, c'est la base de ce. Alors, pour constituer un octet, eh bien, on doit choisir le premier chiffre. Il y a 2 choix possibles. Pour choisir le premier chiffre, on est obligé de prendre ou bien le 0 ou bien le 1. Il y a 2 choix possibles. Pour le deuxième chiffre, eh bien, de la même manière, on va le choisir entre 0, ou c'est le 0, ou bien c'est le 1. Si on veut passer maintenant au troisième chiffre, eh bien, c'est de la même manière, ce qui se passe de 0 à... On prend le 0 ou bien le 1. Donc finalement, combien on aura de choix possibles lorsque on sera obligé d'avoir un octet? Eh bien, ça sera 2 choix pour le premier chiffre, 2 choix pour le deuxième, pour le second chiffre, et ainsi de suite, jusqu'au 8e chiffre. Donc finalement, d'après le principe fondamental du dénombrement, 2 possibilités pour le premier, 2 possibilités pour le deuxième, et ainsi de suite. Donc ça va nous faire 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8 facteurs tous égaux à 2, ce qui nous donnera 2 à la puissance 8, c'est-à-dire 256 octets différents. Voilà une deuxième. Une troisième application pour mieux saisir ce principe fondamental du dénombrement. Alors on lance un dé
dont les 6 faces sont numérotées de 1 à 6, 3 fois de suite. C'est-à-dire que les 6 faces que vous avez du dé cubique ici, que vous avez, normalement c'est un dé qu'on utilisait il y a longtemps pour les jeux de hasard. Par exemple, chaque face, il y a des points qui nous donnent, bien sûr, chaque face, il y a des points. Il y a autant de points, ça veut dire la face 2, la face 4, la face 6, et ainsi de suite. Les 6 faces sont numérotées de cette manière-là avec des points noirs en général. Alors, 3 fois. Alors, on lance ce dé-là, et 3 fois de suite. Qu'est-ce que ça signifie 3 fois de suite? Parce que vous aurez l'occasion de revoir ça pour le calcul des probabilités. 3 fois de suite, ça veut dire qu'on jette le dé une première fois, on le lance une première fois, on regarde la face supérieure, on la note si on veut. Ensuite, on relance le dé une deuxième fois, on regarde la face, le numéro de la face qui a été obtenu, et de la même manière une troisième fois. Alors après chaque lancer, c'est marqué ici, on s'intéresse au numéro de la face obtenue. Pour le premier lancer, bien c'est clair qu'il y a 6 possibilités. Ou bien j'aurai le 1, ou le 2, ou le 3, et ainsi de suite. Pour le deuxième lancer, de la même manière, il y a 6 résultats possibles. Pour le troisième lancer, il y a 6 résultats possibles. Donc, d'après le principe fondamental du dénombrement, eh bien, on aura 6 fois 6 fois 6 fois 6, c'est-à-dire 6 au cube, ce qui nous donne 6 fois 6, 36 fois 6 égale 216. Donc il y a 216 résultats possibles. Donc vous voyez un petit peu l'importance de ce principe fondamental du dénombrement. Alors maintenant, nous allons essayer de voir, c'est un petit aussi rappel que tout à l'heure que vous avez déjà vu les niveaux avant, c'est le produit cartésien. Alors, tout d'abord, vous êtes en mesure de vous rappeler ce que c'est qu'un produit cartésien. Alors, le produit cartésien de 2 ensembles, alors là, on prend 2 ensembles finis en vide. Alors, si on a 2 ensembles finis A et B, le cardinal de A croix B, on dit comme ça, A croix B, c'est le cardinal de A fois le cardinal de B. Supposons que le cardinal de A égale à n. Alors là, je vous donne un petit exemple avant de passer au cas général. Si vous avez un ensemble de A qui est constitué par exemple par des éléments A et B et un ensemble B où vous avez comme éléments 1 et 2, eh bien A fois B, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les couples dont la première projection appartient à A et la deuxième projection appartient à B. C'est-à-dire ce sont des couples dont le premier élément. Donc je peux prendre A avec 1, je peux prendre A avec 2, je prends B avec 1, et je prends B avec 2. Et vous voyez un petit peu les couples que je peux construire à partir de cet élément. Donc finalement, vous voyez que j'ai obtenu 4 couples, ce qui signifie que c'est bien cardinal de A fois cardinal de B. Le cardinal de A c'est 2, le cardinal de B c'est 2, et j'ai obtenu. Bien sûr, si on avait ici 3 éléments, on aurait 6 couples. C'est-à-dire que si on avait un 3 ici, on aurait A avec 3, et on aurait aussi B avec 3, donc ce qui nous donnera 6 couples. Alors là, j'ai pris. Alors en effet, considérons A formé par n éléments, x1, x2 jusqu'à xn, et B formé. Alors, les éléments du produit cartésien A croix B, c'est ce que je viens de parler dans ce cas particulier-là, sont les couples x, y, y, j, avec i qui appartient à un n et j qui appartient à un p. C'est-à-dire qu'on indexe tous les éléments que nous avons, les xi et les yj. Alors, donc, pour choisir xi, pour choisir la première projection, il y a n possibilités. Et pour choisir yj, il y a p possibilités, puisque on a P éléments, donc on a P, si vous voulez, éléments Y. Donc, N fois P couple, donc A, cardinal de A croix B, c'est le cardinal, c'est N fois P, c'est-à-dire c'est le cardinal de A fois le cardinal de B. Donc, pour ne pas être trop rapide, je vous ai proposé aussi ici quelques applications. Combien de nombres de 2 chiffres peut-on constituer, sachant que le chiffre des dizaines est 9 ou 8 ou 5, et le chiffre des unités est 0, ou 1, ou 2, ou 4.
Alors là, bien sûr, il faut, pour ces types de questions-là dans le dénombrement, il faut essayer toujours de bien comprendre la situation pour bien faire, ou bien dénombrer. Sinon, si vous ne fixez pas bien la situation, il se peut que vous tombez dans quelques erreurs. Alors là, combien de nombres de chiffres? Donc pour moi, un nombre de chiffres, sur mon brouillon, lorsque je recherche, je vais dire, bon, un nombre de chiffres dans le système décimal, c'est comme ça. Il y a un chiffre des dizaines, il y a un chiffre pour les unités. Alors là, on me dit dans l'énoncé, eh bien, notre chiffre des dizaines, c'est le 9, ou le 8, ou le 5. Bon, on ne me demande pas les nombres. Bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est que combien j'ai de possibilités pour choisir, mon chiffre des dizaines. J'ai 3 choix possibles. Ça, c'est pour le chiffre des dizaines. De la même manière pour le chiffre des unités, eh bien, puisque le chiffre des unités, lui, je dois le prendre parmi les chiffres 1, 2, 4, là, il y aura 4 possibles. Alors maintenant, je suis sûr qu'il y a 4 choix, vous m'excusez, 4 choix possibles pour le chiffre des unités. Alors, le principe fondamental du dénombrement me permettra de dire qu'on est sûr qu'on aura 12 nombres que l'on pourra former de la manière qui est citée, bien sûr, dans l'énoncé. C'est-à-dire que le chiffre des dizaines, c'est le 9, le 8 ou le 5, et le chiffre des unités est 0, ou 1, ou 2, ou 4. Bon, bien sûr, un nombre de chiffres correspond à un couple DU, c'est le produit cartésien. Donc DU, dizaines et unité, avec D qui appartient à un infini de 5 et U. Donc on peut constituer 3 fois 4, c'est-à-dire, ça revient aussi au principe fondamental du dénombrement. Alors, un deuxième exemple, nous allons nous intéresser maintenant au téléphone mobile, c'est-à-dire au téléphone portable. Alors, on vous demande quel est le nombre de numéros de téléphone portable qui commence par 0,61. On ne fait pas de pub, mais bon, comme ça, 0,60. Vous pouvez choisir ce qu'on veut, c'est pas grave. Alors, pour répondre à cette situation-là, pour dénombrer ce qui est demandé, c'est-à-dire le nombre de numéros, il suffit tout simplement de considérer, quand je viens de voir là pour le chiffre des dizaines, on a pris ici, vous pouvez sur notre brouillon pour lors de la recherche, bien sûr que après vous pourrez le laisser, 0,61, ça c'est fixé. On est obligé, parce qu'on nous demande qui commence par 0,61. Alors bien sûr, il reste à obtenir tous les numéros possibles. Eh bien, je me dis, bien, pour le nombre qui va ici, j'ai des possibilités. Ça peut varier de 0 jusqu'à 9. Il y a 10 chiffres. 0, 1, 2 jusqu'à 9. Bon. Donc, ou bien c'est le 0, le 1 ou le 2, et ainsi de suite. Donc il y a 10 possibilités. Il y a 10 possibilités pour choisir le chiffre qui sera. De la même manière, je peux choisir ici 0 et 0. On peut avoir un numéro de téléphone, 061, 00 et ensuite quelque chose. Et de là, donc 10 possibilités. Donc finalement, le principe fondamental, ou bien en utilisant le produit cartésien là, on a, si vous voulez, 10 fois le même ensemble, c'est-à-dire 0 jusqu'à 9. Donc il y a 10 possibilités. Donc ça va faire 10 fois 10 fois 10. C'est-à-dire 7 facteurs. Pourquoi? Parce que je dois remplir les 7 cases qui sont là, c'est-à-dire 10 à la puissance 7, ce qui nous donne 10 millions. Donc vous voyez qu'on peut former 10 millions de chiffres, de numéros, de téléphones mobiles. Voilà. Alors maintenant, on va passer la partie aussi importante. Ce sont d'autres techniques du dénombrement. Bien sûr, on y reviendra. Alors, grand 1, on va parler d'arrangement avec répétition. Alors, pour bien comprendre les choses,
Qu'est-ce qu'un arrangement avec répétition? On va considérer un ensemble fini, non vide, de cardinal n supérieur ou égal à 1, et P un entier naturel non nul. Alors tout élément de la forme x1, x2, x3 jusqu'à xp, c'est-à-dire il y a P éléments, puisque on va de 1 jusqu'à P, il y a P éléments. Du produit cartésien E, croix E, croix E, croix E, P fois, c'est-à-dire E à la puissance P, s'appelle un arrangement avec répétition de P éléments de E. On dit aussi une P liste de E ou un P uplé de E, P. Alors, pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, je vais prendre par exemple un ensemble E par exemple formé par les éléments 1, 2 et 3, eh bien, si je prends pour ici j'ai le cardinal de E égale à 3. Si je prends par exemple P égale à 2, je vais, pour avoir une P liste, je dois prendre deux éléments. Par exemple, je peux prendre 1, j'ai pris le 1 et j'ai repris le 1, puisque dans le texte on me dit que c'est un élément qui appartient à E, c'est-à-dire des éléments x1, x2. Il n'y a rien de qui. Ou bien je peux prendre 1, 2, je peux prendre 2 et 3, et ainsi de suite.